Bonsoir. Nous débutons ce soir nos émissions avec l'émission sur l'éducation. Nous avons avec nous M. Jean-Hugues Morin, qui travaille présentement à l'implantation du campus Cégep à Saint-Félicien, qui viendra s'entretenir avec Mme Étienne Quentin, qui représentera les parents, et M. Gaétan Boivin, professeur d'information à l'école de Normandin. Nous discuterons un peu de cette implantation du campus Cégep à Saint-Félicien. Bonsoir. Je crois que le meilleur moyen peut-être d'aborder le problème et d'aborder en même temps la discussion avec Mme Quentin et M. Boivin, ce serait peut-être d'essayer de brosser d'avance un petit tableau sur l'historique de l'implantation, en même temps que sur ce qui se fait à l'heure actuelle à Saint-Félicien. L'historique se résume à peu près de la façon suivante. D'abord, il y eut formation d'un comité du Cégep Louis-Aymon. Ce comité a mandaté un certain nombre de spécialistes qui travaillaient à ce moment-là pour la régionale Louis-Aymon. Ces spécialistes ont préparé un mémoire le plus objectivement possible. Il y avait des spécialistes, disons, on appelle ça des spécialistes, nous étions un certain nombre dans l'éducation. Donc, ces personnes-là ont préparé un mémoire qui était basé sur des chiffres très concrets, comme le millage, les populations actuelles et les populations d'étudiants actuels. Et ceci se passait en 1968. Les populations n'ont pas tellement varié. D'ailleurs, on nous dit sur tous les toits, on nous crie sur tous les toits que les populations sont absolument stables au Lac-Saint-Jean. Après avoir préparé le mémoire, le comité a accepté ce mémoire-là en bonne et due forme, et ensuite on a fait venir la mission des cégeps. La mission des cégeps est arrivée ici avec l'idée bien arrêtée que c'était pas possible d'avoir un cégep au Lac-Saint-Jean ailleurs qu'à Alma. Après avoir bien étudié notre mémoire et notre présentation, bien, ils se sont rendus compte qu'il fallait nécessairement penser aux gens de Lac-Saint-Jean-Ouest, du nord du lac. Donc, ils ont laissé leur travail en suspens puisqu'ils étaient tout à fait à la fin de leur mandat. Et ceci nous a amenés à l'année dernière, où nous sommes allés voir les gens du Cégep de Jonquière. C'est pas eux autres qui sont venus nous voir en passant, c'est nous autres qui sommes allés les voir. Et au Cégep de Jonquière, on nous a dit, très bien, vous voulez devenir succursale, vous voulez même former un cégep avec nous autres, à part égale. On est d'accord, on va au ministère. Est arrivé les élections provinciales, l'arrêté ministériel n'était pas passé, le gouvernement a changé, M. Guy Saint-Pierre a annoncé la régionalisation parce qu'il voulait absolument prendre, disons, une meilleure information sur la régionalisation en elle-même. Il voulait faire un inventaire de ce qui existait. Donc, il y a eu régionalisation, un comité qui a été formé, M. Jean-Marie Couette a été nommé président de ce comité, à la demande de tous les membres du comité d'ici et de chacun des comités de chaque endroit. Par exemple, Chicoutimi était représenté sur ce comité par M. Riverain, qui était le président, et par le directeur général, le chanoine de la Liberté, Jonquière par le directeur général et par le président, Chicoutimi par son directeur général et son président, et ici, bien comme nous n'avions pas de cégep, bien, nous avons délégué 2 membres du comité, et c'est Jonquière qui a insisté pour que nous soyons absolument de la partie lorsqu'il était question de régionalisation. On est allé à la régionalisation, M. Georges Villeneuve et M. Patrice Laroche, et nos 2 représentants ont trouvé que le travail de régionalisation a été un travail très enrichissant et a été un travail formidable. Les gens ont été très, très objectifs. Et j'inclus ici les gens d'Alma, bien entendu, puisque les gens d'Alma ont quand même siégé pendant 12 séances sur 13. Ils ont voté à l'unanimité l'acceptation de tous les procès-verbaux, ce qui veut dire que toute la régionalisation, à une chose près, a été acceptée également par les représentants d'Alma. Un seul point, ce fut le point du siège social. Lorsqu'il a été question du siège social, on nous a
on a parlé à ce moment-là, les gens d'Alma ont parlé de se retirer. Ils se sont retirés de fait, et le mémoire a été rédigé à la 13e séance qui a duré toute la journée et a été présenté le 30 avril au ministre de l'Éducation. Le 2 ou le 3 juin, on a accepté, le ministre faisait une déclaration en chambre, je crois que c'est le 3 juin, et cette déclaration-là, il la faisait pour mentionner qu'il acceptait le rapport Couette dans tous ses items au complet. Donc le rapport Couette était accepté tel quel. Et ça, bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une administration. J'ai d'ailleurs une copie ici du rapport et on essaiera peut-être d'en prendre note à l'occasion. Ça veut dire qu'il y aura une seule administration régionale, un seul cégep régional pour toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce cégep serait formé de 4 campus. Le campus à Chicoutimi, le cégep de Chicoutimi deviendrait campus Chicoutimi. Cégep de Jonquière qui devient campus de Jonquière. Cégep, collège privé d'Alma qui peut devenir campus d'Alma s'il le désire. Et l'implantation d'un campus à Saint-Félicien qui donnerait un certain nombre d'options. On en parlera tout à l'heure. Ce qui est, je crois, très juste dans toute cette chose-là, dans toute la régionalisation, c'est que le conseil d'administration qui sera formé, la corporation de 19 membres, nécessairement sera formé à représentation égale pour chacun des campus. Il y aura 4 étudiants et il y aura un étudiant de chaque campus. Il y aura 4 professeurs, il y aura un professeur de chaque campus. De même pour les représentants des parents, de même pour les représentants du milieu socio-culturel. La corporation aura 19 membres, comprenant un directeur général et un directeur pédagogique. Chaque campus devra avoir un comité de gestion qui sera formé sur le modèle. Dans le rapport Couette, on parlait de 7 membres. Maintenant, pour rester conforme à la loi, il sera formé de 19 membres, parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu modifier la loi. Donc, il sera formé de 19 membres, exactement sur le modèle de la grande corporation régionale. Maintenant, au point de vue pratique, qu'est-ce qui va se faire à Saint-Félicien? À Saint-Félicien, bien, il va se donner des options dans une école. L'école, ce sera l'école Hébert, où il faudra aménager, bien qu'il faudra aménager et qu'il faudra même un peu transformer. Qu'est-ce qui va se donner là-dedans? Quelles sont les options qui vont se donner là-dedans? D'abord, il va se donner toutes les options générales. Ça veut dire les options qui conduisent à l'université. Il y a 2 cours dans un cégep. Il y a les cours qui conduisent à l'université, puis il y a les cours qui conduisent au marché du travail, les technologies. Les cours qui conduisent à l'université s'appellent, disons, cours général ou option générale, et ces cours-là vont se donner au complet à Saint-Félicien, les 2 ans. C'est un cours de 2 ans, il se donnera les 2 ans. Ensuite, les spécialités ou cours professionnels ou encore les technologies, si vous aimez mieux, bien, toutes les technologies qui se donnent dans les cégeps actuels, Chicoutimi et Jonquière, toutes les technologies qui se donnent à Chicoutimi et Jonquière, bien, nous les étudions à l'heure actuelle à Saint-Félicien. D'ici quelques jours, nous annoncerons aux élèves et en même temps nous les contacterons par lettre pour bien mentionner quelles sont les options que nous avons retenues. Il est évident qu'on ne peut pas retenir les 28 options, par exemple le pilotage. C'est sûr que ça nous prendrait des avions à côté pour être capable de donner cette option-là. Ça, on ne peut pas le faire. Mais il y a certaines options où on a fait la demande, bien entendu. Quand la demande est suffisante, et quand je parle de demande suffisante, pas nécessaire d'avoir une très grande demande. Il s'agit d'avoir une demande qui va nous permettre de pouvoir fusionner avec d'autres groupes, dans certains cas, et de pouvoir justifier une dépense. Dans certains cas, on a retenu à l'heure actuelle quelques options. L'étude n'est pas finie, bien entendu. Et certaines options contiennent 7 élèves, par exemple. Et il est possible de les donner parce qu'à la première année, il ne manque pas beaucoup de spécialisation. Donc, la régionalisation nous apporte donc la possibilité de donner un bon nombre d'options professionnelles, au moins en première année. En plus de ça, elle nous donnera la possibilité de donner un certain nombre d'options en deuxième année, quelques-unes, moins qu'en première, mais un certain nombre, selon l'équipement qu'il faudra
se procurer. Et la troisième année, bien, nous aurons un certain nombre d'options et ces options-là seront totalement exclusives. C'est-à-dire, et ici je pense aux techniques forestières, je mentionne seulement celle-là, les techniques forestières, nous les donnerons à Saint-Félicien et ça, nous les donnerons pour les 3 ans. Même si nous devions avoir très peu d'élèves, nous donnerions les techniques forestières et la dernière année, où il y a encore des subdivisions dans cette technique-là, bien, il y a seulement Saint-Félicien qui l'aurait. Ce qui veut dire que des élèves qui prennent les techniques forestières à Jonquière ou Chicoutimi ou ailleurs peuvent et devront nécessairement, pour faire la troisième année, venir à Saint-Félicien. Ce qui veut dire aussi qu'un certain nombre de troisième années, parce qu'on n'était quand même pas pour vider les cégeps de Jonquière et Chicoutimi pour nous faire plaisir à nous autres, ce qui veut dire qu'un certain nombre d'options qui se donnaient déjà là pourront être continuées là et donner une troisième année. Donc, un élève peut suivre la première année à Saint-Félicien, ou même la première et la deuxième année à Saint-Félicien. Ensuite, la troisième année se donnerait seulement, par exemple, à Chicoutimi ou seulement à Jonquière, selon le cas. Donc, on étudie les options à l'heure actuelle. La régionalisation nous apporte un bon éventail d'options. Beaucoup de possibilités du côté des technologies. Ça, c'est très intéressant parce que beaucoup de cégeps travaillent longtemps avant de les avoir. Ceci va nous permettre aussi d'obtenir, dis-je, du ministère, beaucoup plus de spécialités et de technologies que nous en avions jusqu'à maintenant. Il y en a 28 dans la région à l'heure actuelle, il y en a 68 dans la province et il y en a 2 ou 300 aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on peut facilement penser, disons, que d'ici quelques années, on pourrait atteindre une quarantaine d'options professionnelles. Et ça veut dire que pour un bon nombre de ces options-là, on pourrait donner les premières années. Bon, maintenant, on nous pose la question. Vous êtes prêt assez à court? Quelle sorte de professeur que vous aurez? Quelle sorte d'équipement que vous aurez? Est-ce que vous aurez des cours qui sont intéressants ou est-ce que vous aurez des professeurs qui vous donneront des mauvais cours ou est-ce que la qualité de l'enseignement, en fait, qui est touchée par ça? Donc, les professeurs, bien, qu'est-ce que l'on veut comme professeur? Et ça, c'est un avis aux professeurs qui sont intéressés en même temps à venir enseigner à Saint-Félicien avec les qualifications requises. Bien, les professeurs, ce que l'on veut, nous autres, sont des professeurs de la région, le plus possible. Dans quelques exceptions seulement, et s'il n'y en avait pas, ce serait encore mieux. On ne veut pas aller chercher de professeurs à Jonquière et Chicoutimi. C'est pas le cégep de Jonquière, c'est pas le cégep de Chicoutimi, c'est le campus Saint-Félicien qui a sa représentation égale, qui est capable d'évoluer tout seul dans le cadre de la régionalisation. Donc on veut des professeurs de la région. On veut dans la direction aussi des gens de la région. C'est ça qu'on veut. On veut monter un cégep qui sera vraiment de la région, de la régionale Louis-Aymon, qui couvrira le secteur du comté Roberval. Nous avons à l'heure actuelle plusieurs inscriptions, même, je dirais, peut-être une vingtaine d'inscriptions et peut-être même davantage. Je ne veux pas inventorier les inscriptions, on m'a averti peut-être un peu trop tard pour ce faire. Et les inscriptions que nous avons, dis-je, bien, la plupart sont des licences et des maîtrises. Ce qui veut dire que ces personnes-là sont ordinairement très qualifiées pour enseigner dans leur matière. Et au cégep, bien, on doit nécessairement les faire enseigner dans une matière bien particulière. Il y a des lois à ce sujet-là, il y a des conventions collectives à ce sujet-là, et il faut les respecter. Une garantie supplémentaire pour la qualité de l'enseignement, c'est qu'il y aura une seule corporation régionale, donc un seul directeur général, un seul directeur des services pédagogiques. Bien entendu, dans chaque campus, il y aura un adjoint. Mais ce même directeur pédagogique verra à ce que la pédagogie soit d'égale qualité à tous les campus. D'ailleurs, il est très certain qu'à Saint-Félicien, vu qu'on commence, bien, on nous demandera encore plus d'applications et on nous demandera de nous faire un nom, en fait. Jonquière et Chicoutimi ont un nom qui est fait. Nous autres, il n'est pas fait, on commence. Donc, ils vont nous demander de nous faire un nom, et particulièrement, je crois bien qu'on sera plus surveillés que les autres. Maintenant, au sujet de l'équipement, bien, nous sommes en train de faire des listes d'équipements. Demain, particulièrement, nous nous attacherons aux listes de laboratoires et d'équipements nécessaires. Et on nous a donné le feu vert au ministère de l'Éducation, ce qui veut dire que l'on peut, non pas dépenser à tort et à travers, bien entendu,
Mais toutes les dépenses qu'il nous faut, qui nous sont nécessaires, on peut les faire et il n'y a aucune difficulté à ça. Donc, il n'y a pas de bois dans les roues nulle part. On nous accepte tel quel. Et on veut que la régionalisation se fasse et on veut l'implantation en septembre 71 d'un campus à Saint-Félicien. Maintenant, j'ai parlé pas mal. Peut-être que Mme Quentin ou bien M. Boivin auraient des questions à poser et ça me ferait plaisir d'y répondre. Vous avez parlé tout à l'heure là, du cégep de Saint-Félicien et tout ça, mais certains parents restent encore hésitants et puis il y a beaucoup d'élèves aussi qui restent hésitants devant ça. Pourriez-vous nous parler un peu plus là, de la lettre officielle du ministère que vous avez reçue? À l'heure actuelle, au point de vue légal, qu'est-ce qui s'est fait pour la régionalisation? C'est ceci. Le ministre de l'Éducation a déclaré en Chambre, et ça je n'ai pas pu l'apporter parce que M. Laroche était absent, parce qu'il était malade cet après-midi, et c'est une déclaration en Chambre du ministre qui nous dit que le rapport Couette, et qui disait à ce moment-là à tous les députés que le rapport Couette était accepté tel quel. Ça, c'est le premier pas qui s'est fait. Ensuite, il y eut, de la part des personnes attachées à l'enseignement collégial, un appui complet depuis que l'annonce a été faite. Ensuite, les cégeps existants, Chicoutimi et Jonquière. Le cégep de Jonquière, c'est déjà fait. Il a voté l'abolition de sa charte. Chicoutimi doit le faire le 30. Et des gens comme des cégeps comme le cégep de Chicoutimi et le cégep de Jonquière qui abolissent leur charte, je crois bien que c'est du grand sérieux. Il faut que les chartes soient abolies pour que la corporation régionale se forme, pour qu'ils puissent entrer dans la corporation régionale. Donc Jonquière, c'est déjà fait. Nous autres, on est à faire, si vous voulez, parce qu'on n'a rien à abolir. Et Chicoutimi le fait d'ici très peu de temps, parce qu'ils avaient déjà des problèmes internes qu'il a fallu qu'ils résolvent. D'ailleurs, il y a un transfert de directeur général, un changement de directeur général, et même il y a eu un changement de directeur pédagogique, ce qui a peut-être un peu ralenti leur marche, mais tout fonctionne comme ça devait fonctionner. Vous savez, ça ne se fait pas à la course, hein. Ça prend un certain temps, il y a des lois à suivre, et ça, il faut les faire. Donc, on attend la formation de la corporation régionale, j'imagine, d'ici une quinzaine, au plus tard. Donc, c'est officiel. C'est tout à fait officiel. Il y a des dépenses qui se font et à l'heure actuelle, pour bien évoluer, on consulte les deux autres. Hein. On leur dit, bien, on veut faire ça. Et si tout le monde est d'accord, quand la nouvelle corporation sera formée, bien, encore là, tout le monde sera d'accord. Donc, c'est ça qu'on fait, simplement. Et les autres cégeps nous appuient tel quel, et même eux autres sont rentrés déjà dans la régionalisation. J'ai même un communiqué, tiens, qui va peut-être le prouver en même temps. Et ça, c'est un communiqué pour les étudiants de secondaire 4 de Normandin et des environs. Il se donnera des cours par l'intermédiaire de l'éducation permanente à Saint-Félicien pendant les vacances pour les élèves de secondaire 4 qui ont un cours scientifique très fort, qui ont été acceptés au cégep. Mais ces élèves-là, très souvent, il leur manque un cours ou l'autre. Donc, on leur fait suivre. Et ces cours auront lieu du 5 au 23 juillet, l'avant-midi, méthodologie de travail intellectuel. Du 5 au 23 juillet, l'après-midi, mathématiques 521. Du 26 juillet au 13 août, le cours de physique PSSC. Puis ensuite, du 26 juillet au 13 août aussi, ça c'est l'avant-midi et l'après-midi, le cours de chimie Chem Study. Donc, ces cours-là sont donnés par l'éducation permanente, mais ce n'est pas par l'éducation permanente du cégep de Jonquière, ce n'est pas par l'éducation permanente du campus Saint-Félicien, c'est par l'éducation permanente du cégep Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ajoute ceci pour l'inscription, parce que je suis en train de faire le communiqué. Là. Pour l'inscription, bien, il s'agira de vous adresser à l'école Hébert, vous adresser à l'école Pie 12, il ne faut pas vous tromper, à l'école Pie 12 à Saint-Félicien, lundi le 5 juillet. J'imagine que de vers 9h, 9h30 dans l'avant-midi, ce sera un bon temps pour vous inscrire. Puis le coût de ces... Les cours d'éducation permanente, un instant, le coût devrait se situer aux environs, je crois, de 45 $ pour 3 crédits, ce qui veut dire 15 $ du crédit. Donc un cours de 3 périodes. Bien ici, c'est un cours de 45 périodes habituellement, donc ce serait 45 $, je crois du moins. C'est pas mon domaine tout à fait, mais je crois que c'est ce qui se fait. Comment expliquez-vous que dans les journaux, qu'il y a tant
de communiqués qui passent, puis d'écrits pour protester contre le rapport Couette, puis qu'on on voudrait pas qu'il serait mis en opération en septembre, on voudrait qu'il serait revisé. Ici, j'ai un extrait là, qu'on dit que même Normandin, Dolbeau, Mistassini, Saint-Augustin ont adopté à l'unanimité devant une forte assistance une résolution qui s'oppose à l'application immédiate du rapport Couette. Si le gouvernement, le ministère met ça, prend ça en considération, c'est donc dire qu'en septembre, Saint-Félicien n'opérera pas. Il faudrait faire bien attention de savoir quelles sont les personnes qui protestent et de quelle façon ils protestent, puis ensuite regarder ceux qui l'approuvent aussi. Vous savez, ceux qui l'approuvent, ordinairement, ça ne fait pas beaucoup de bruit. C'est un peu comme les gens heureux, ils n'ont pas d'histoire. Je crois que dans tout ceci, on oublie une chose, c'est qu'il y a une population qui s'appelle Roberval aussi. On peut desservir à Saint-Félicien à la fois la population de Roberval et la population de Dolbeau et la population de la plupart des paroisses rurales. Je dis la plupart parce qu'il y en resterait peut-être 2 ou 3, mettons 4 en tout cas, peut-être tout à fait l'autre côté de Dolbeau, là, qui auraient une accessibilité peut-être plus difficile. Même, je crois que leur accessibilité vers Alma serait encore plus facile. Vous savez, si on inventorie exactement toutes les municipalités qui peuvent profiter, bien, on en retrouve, vous en avez nommé 4 ici, on en retrouve probablement un certain nombre. Il y a certaines personnes, parce que c'est pas tout le monde qui peut être d'accord avec la régionalisation. On s'imagine aussi, parce qu'on nous crie sur tous les toits, que la régionalisation, c'est une canalisation directement vers le Saguenay. La régionalisation au niveau du lac Saint-Jean tout seul, c'est une canalisation directement vers Alma. Moi, c'est mon idée personnelle. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'au lieu d'essayer de canaliser, pourquoi pas s'unir au lac Saint-Jean? Et le centre géographique du comté Roberval, il se situe tout près de Saint-Félicien. Vous savez, dans la route de 4000, en allant vers Saint-Méthode. Ça, c'est le centre géographique. Ensuite, si on regarde les populations qu'on peut desservir, parce qu'on l'a déjà étudié, les populations qu'on peut desservir, bien, la plus grande population que l'on puisse desservir pour tout le nord du lac Saint-Jean, bien, c'est à Saint-Félicien qu'on peut la rencontrer. On a fait des chiffres déjà pour Roberval. On a fait des chiffres pour Dolbeau. Et c'est prouvé que c'est à Saint-Félicien qu'on peut donner le meilleur service. Si réellement ce secteur-là conteste le cégep de Saint-Félicien, est-ce qu'ils vont avoir la population étudiante assez forte pour pouvoir opérer, eux autres, en septembre? S'ils n'ont pas ça, ces paroisses-là, s'ils n'ont pas d'élèves, ils ont beau avoir les locaux, avoir les professeurs, mais ça prend des élèves. Au niveau collégial, le niveau, je veux dire, général, là, le pourcentage n'est pas très, très élevé. C'est surtout les options professionnelles. C'est surtout les options professionnelles. Et moi, je me rends compte d'une chose, vous savez. Qu'est-ce qui vient au cégep? Ce sont les jeunes qui viennent au cégep. Les parents, ou même les commissions scolaires, ont beau dire, ont beau faire, il y a une chose, c'est que les jeunes sont très intelligents. Ils s'inscrivent un peu partout, puis ensuite, ils choisissent quand tout est réglé. Ça, il ne faut pas les mésestimer. Maintenant, il y a des avantages à Saint-Félicien du fait qu'on va pouvoir donner certainement plusieurs options professionnelles. Ça, c'est sûr. Je suis en train de faire un travail à ce sujet-là, et ça, on va en donner un bon nombre. Combien très exactement, je ne dis pas de chiffres ce soir, on les dévoilera d'ici quelques jours plutôt pour être bien certain de rien annoncer de faux. On donnera plusieurs options professionnelles. Et ça, je crois que c'est un avantage assez formidable, parce que trop souvent, bien, on va donner seulement le cours général. Et seulement le cours général, ça dessert, vous l'avez dit vous-même, ça doit desservir normalement 30 à 35% des étudiants. En réalité, peut-être dans une région comme la nôtre, où c'est assez neuf, ça pourrait desservir jusqu'à peut-être 50%. Mais c'est tout. Je suis allée dernièrement à une réunion à Dolbeau, une journée d'information au secondaire à Dolbeau. Puis on nous a dit qu'à l'université, les élèves aptes à faire le cours, à entrer à l'université, au cours universitaire, il y en avait très, très peu. Que les parents voudraient bien que leur enfant soit assez intelligent pour aller à l'université, mais quand c'était le temps d'aller à l'université, le pourcentage était très bas. Oui, ça c'est un fait. D'ailleurs, il faut que le pourcentage soit assez faible. D'ailleurs, les universités s'organisent pour que le pourcentage d'étudiants qui vont entrer là soit plus faible. Parce que ça en sort bien. Au lieu d'avoir des chômeurs au niveau collégial ou au niveau... Parce qu'on parle toujours de chômeurs. Mais vous savez, un chômeur instruit, il y a toujours plus de chances de se placer qu'un chômeur qui n'est pas instruit.
Mais en passant, si un élève, s'il y a beaucoup trop de jeunes, disons, qui sortent de l'université dans une option donnée, bien, le marché du travail va devenir saturé. C'est pour ça que c'est contrôlé habituellement par les juges. Si l'université refuse des demandes d'admission, quand le cours général sera fait, ce qu'ils vont faire avec leur cours général, eux autres? Ben, ils seront obligés d'attendre peut-être une année Qu'est-ce ou qu'ils deux. font là, dans ce temps-là, là, à ce moment-là? C'est pour ça que nous autres, dans la régionalisation, on a vu une façon d'offrir, disons, aux élèves de notre secteur, qui étaient pénalisés, c'est un fait, parce qu'aller à Chicoutimi ou Jonquière, ça coûte cher. Donc, qui étaient pénalisés, et on leur offre la possibilité d'obtenir un grand nombre, ça on appelle ça l'accessibilité, si vous voulez, d'obtenir un grand nombre d'options professionnelles, le plus possible, et tout en gardant la qualité, puisque dans le même cégep, on a toujours une garantie de qualité du fait que le directeur pédagogique va être là, il va dire, maintenant, à Saint-Félicien, je dois avoir telle norme, il faut que vous respectiez telle ou telle qualité, et nécessairement, il va nous surveiller tant qu'on ne sera pas fait un an, en réalité. Ça coûte cher, là. Parlons du point de vue financier, là. Il y aura toujours le transport pour les paroisses environnantes qui va exister. Il y aura toujours les repas. Ces enfants-là, il faut qu'ils mangent à quelque part. S'ils ne mangent pas chez nous, ils vont aller manger ailleurs. Ça, c'est normal, ça. Oui. Il va falloir qu'ils mangent à quelque part. Bon. Il y aura toujours le point de vue financier. Il va falloir considérer quand même que le campus sera Saint-Félicien. Pour les paroisses d'un secteur assez éloigné, L'autre ils jour... sont obligés de pensionner. Oui. L'autre jour, dans une Je vois pas assemblée de l'avantage. parents, là, on nous a soulevé le problème, bien entendu, parce que c'est un problème que tous les gens doivent considérer. Il faut avoir jeunes- les pieds à terre, Oui. hein? Ah oui, il faut le considérer. D'ailleurs, on y a pensé aussi. C'est qu'au niveau cégep, le transport n'est pas payé. Bon, ça, on ne peut rien y faire. La loi est comme ça. Maintenant, à Saint-Félicien, il y a gratuité scolaire. Au moins pour aller à l'école, ça ne coûte rien pour l'école elle-même, les cours. Pas de frais de scolarité. Non, aucun frais de scolarité. Maintenant, à partir de ces choses-là, bien, j'ai rencontré l'autre jour un père qui disait qu'il y avait 5 enfants qui étaient à l'extérieur. Il y en a un que ça lui avait coûté 1080 je crois, et l'autre 1800 quelques dollars. Évidemment, tout le monde ne dépense pas de la même façon. Même l'autre jour à Mistassini, on nous a dit, un étudiant m'a dit que ça lui avait coûté 2000 Ce qui veut dire ceci, c'est qu'aller à l'extérieur, ça coûte, mettons, 1500 Je crois que c'est à peu près la moyenne. Oui, C'est une moyenne assez raisonnable. À partir de ça, qu'est-ce que ça peut coûter ici? Puis ensuite, quelles sont les bourses qu'on peut espérer avoir? Parce que ça, c'est une chose qui entre en ligne de compte aussi. Donc, qu'est-ce que nous autres, on pourrait faire et qu'est-ce que ça peut coûter? À l'heure actuelle, dans la régionale, ça coûte environ, je dis environ, je n'ai pas les chiffres bien précis, là, ça coûte environ 200 par année, par élève, pour transporter tous les élèves au complet. Il y en a que ça coûte plus que ça, c'est certain. Il y en a que ça coûte moins que ça. Et je crois qu'ici, à Normandin, si on voulait fixer les idées, je crois que ce serait un prix qui serait peut-être dans la moyenne. Donc, on peut calculer peut-être 200 pour le transport. Mais comment l'organiser, le transport? Je crois qu'en collaboration avec le cégep, avec un horaire qui serait peut-être approprié, parce qu'on est en train d'y penser et de Il y a l'étudier toujours la également. question horaire. Il y a Oui. que la question du nombre d'élèves par paroisse. Si vous avez 3 inscriptions à Normandin, 2 à Saint-Thomas, 1 à Saint-Edmond, vous ne pourrez pas vous organiser un autobus, là. Il ne faudrait pas sous-estimer Normandin, parce qu'à Normandin, il va certainement y avoir plus de 3 inscriptions. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on en a déjà plus. Je n'ai pas pris les chiffres en partant, mais je sais qu'il y en a plus que ça de Normandin, il y en a plus que ça d'à peu près tous les endroits, excepté les petites places autour. Mais si on agence nos horaires de la bonne façon, je crois que ces élèves-là peuvent sortir de leur endroit pour venir prendre un autobus central à Normandin, à Dolbeau, à Roberval, par exemple, et ensuite se rendre à Saint-Félicien. Et ça, bien, le prix serait payé, évidemment, par l'élève, parce que c'est pas compris. Mais d'un autre côté, si le transport est bien organisé, je crois que les personnes qui ont des autobus scolaires, bien, s'organiseraient assez facilement, eux autres. Quelqu'un qui vient, par exemple, d'un village extérieur, quand il a laissé tous ses élèves ici, bien, il prend d'autres pour filer jusqu'à Saint-Félicien, laisser les élèves du collégial. Et pourquoi pas? Je crois que ça pourrait s'organiser de cette façon-là. Il y a un autre point, les bourses que je mentionnais tout à l'heure. Bien, ça, les bourses, il faut faire bien attention avec ça, parce qu'il y a des élèves de Chicoutimi qui ont eu de très belles bourses. Il y a des élèves qui n'étaient pas de Chicoutimi, ou qui avaient peut-être besoin de bourses, qui en ont eu moins. La loi est difficile à comprendre, et même, moi, j'y renonce complètement pour la comprendre. Nous autres aussi, on y renonce parce qu'on n'a pas été gâtés par les bourses. Puis on a ça fait 2 ans qu'il va à Chicoutimi, puis les bourses ont été très minimes. Sur les formules de bourse, là,
bien, il y a un endroit où l'étudiant mentionne qu'est-ce que ça lui coûte. Donc, si ça lui coûte quelque chose de plus que celui qui est à Saint-Félicien, bien, il le mentionne et il a normalement, je dis normalement parce que la loi des bourses, encore une fois, est peut-être un peu embêtante, mais normalement a droit à un peu plus que l'élève de Saint-Félicien pour compenser pour la différence. Peut-être que M. Boivin aurait des choses. Maintenant, pour septembre, là, ceux qui veulent aller quand même à Jonquière et Chicoutimi, jusqu'à quel point allez-vous les en empêcher? D'abord, on n'empêchera personne d'y aller. Tous ceux qui veulent aller à Jonquière et Chicoutimi peuvent y aller. Je ne crois pas, à moins qu'un cégep, à un moment donné, se rende compte que chez lui, il y a suffisamment d'élèves. Je fais seulement cette petite restriction-là. Supposons, dans une option quelconque, un cégep a 40 places, puis chez lui, il y aurait 40 élèves qui veulent entrer là. Et à ce moment-là, s'il y en a 5 d'ici qui font application, peut-être qu'à ce moment-là, on leur demanderait de venir à Saint-Félicien. Mais je ne crois pas qu'on les force au point de dire « vous irez à Saint-Félicien ou vous n'aurez pas d'enseignement collégial dans la région ». Non. Les élèves seront libres dans, je crois, pratiquement toutes les options, il faudrait dire dans toutes les options, seront libres de venir à Saint-Félicien s'ils le désirent. Parce que, en fin de compte, on ne veut pas entraver la liberté des jeunes. Et ensuite, bien, il y a les parents qui ont un côté financier à considérer. Et il y a les enfants à considérer. Donc, chacun décide comme il l'entend. Et s'il veut aller dans un cégep à l'extérieur, à Jonquière ou Chicoutimi, dans un des campus autres que Saint-Félicien, il peut le faire et personne ne va l'en blâmer. Maintenant, pour revenir sur la question des transports tout à l'heure que vous parliez, à l'heure actuelle, pour l'an prochain, en tout cas, il y a un autobus qui va aller à Saint-Félicien à tous les jours pour le professionnel long au niveau secondaire. J'imagine qu'à ce moment-là, il va y avoir possibilité d'organiser le transport du collégial en même temps. Il y aurait certainement possibilité d'organiser, de s'entendre avec la régionale. Et par l'intermédiaire du cégep, parce que c'est pas le cégep qui peut le faire, mais par l'intermédiaire du cégep, j'imagine que les parents pourront facilement, à un moment donné, s'entendre. Et ceci, bien, on peut le faire facilement, nous autres, le cégep, avec la régionale. Donc ça pourrait se faire sans trop de difficultés, je crois. Et profiter de transports qui existent quand il y en a. Puis quand il n'y en a pas, bien, essayer de centraliser ça à un endroit quelconque, puis ensuite amener un autobus qui prendrait ces élèves-là, qui pourrait les transporter à Saint-Félicien. Est-ce que vous avez un nombre d'élèves fixé pour opérer en septembre ou si vous pouvez ouvrir le cégep et quand même vous n'auriez pas un nombre suffisant d'élèves? Bon, ça dépend qu'est-ce que ça veut dire. Nous autres, on prévoit que nous aurons 250 élèves. Nous en avons tout près de 200 d'inscrits à l'heure actuelle, qui sont admis au cégep de Jonquière ou au cégep de Chicoutimi ou aux deux à la fois, qui ont demandé pour venir à Saint-Félicien. Nous croyons que pour une première année, et un point de départ, c'est peut-être aussi bien qu'il n'y en ait pas trop. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'élèves, bien entendu, parce qu'il y a des cours, à un moment donné, où il faut donner plusieurs options différentes, et il faut donner un certain choix à l'élève. Et ça, l'éventail, on peut le donner. Bien entendu, une petite école, j'ai travaillé dans plusieurs petites écoles, et c'est formidable au point de vue contact humain, ce qu'on peut rencontrer. Maintenant, il y a quand même des limites, à un moment donné, pour être capable de donner un éventail d'options. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Garder le juste milieu. La première année, on ne nous a pas donné de limite. On prévoit, selon les cotes normales, que cette année, nous aurons environ 250 élèves. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais environ 250. Vous pouvez nous assurer que malgré toutes les protestations, puis les contestations, puis les communiqués aux radios, puis à la télévision, puis sur les journaux, que Saint-Félicien va opérer en septembre. Nous autres, on existe. C'est ça qu'on voudrait être assuré de ça. Nous autres, on existe. C'est-à-dire qu'en septembre 71, c'est certain, on fonctionne. On est à mettre les horaires à jour, les grilles d'étudiants. Et ceci, dans quelques jours, on va certainement avoir plusieurs informations à donner à ce sujet-là. Donc, on existe, c'est une chose qui est faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste à souhaiter maintenant que les réponses aux étudiants arrivent le plus tôt possible. Oui, il faut avoir les réponses très tôt parce qu'on est en train de faire les calculs. Si à un moment donné, bien, dans une option professionnelle, on prévoit
selon les inscriptions qui sont faites à l'extérieur, qu'on peut obtenir 15 ou 18 élèves. S'il y en a seulement 2 qui s'inscrivent, c'est évident qu'on ne pourra pas donner l'option. Ou encore, à un moment donné, bien, si on est averti beaucoup trop tard, si les élèves font leur inscription seulement à la fin de juillet, bien, ce sera difficile de dire on va monter cette option-là. À la dernière minute, on va la monter quand même. Ce serait trop difficile. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer que dès septembre ou octobre, qu'on aura de la documentation pour les centres d'information des écoles? Cette documentation-là, est-ce que vous la voyez uniforme pour les 4 campus ou si chacun des campus va continuer à avoir... Elle sera uniforme pour les 4 campus. On donnera une documentation. Il y a un seul cégep. Par conséquent, un seul cégep, ça ne donne rien qu'une documentation. Et nécessairement, on donnera la documentation, on mentionnera ceci se passe au campus Saint-Félicien, ceci au campus Jonquière, ceci au campus Chicoutimi et au campus Alma éventuellement. Il y aura une seule information. Maintenant, j'aimerais que cette documentation-là n'arrive pas au mois de février, mais plutôt dans le début de l'année. C'est à souhaiter. Si c'est possible. C'est à souhaiter. Puis si jamais j'avais un mot à dire, je passerai votre tuyau à qui de droit. Les options qui sont déjà saturées dans les cégeps de Chicoutimi et de Jonquière qui refusent des élèves, allez-vous les donner à Saint-Félicien ou si vous allez suivre la même politique que vous allez limiter le nombre d'élèves dans ces options-là? Ça dépend. Parce qu'il y en a des options Oui. qui sont saturées dans ces cégeps-là. Vous savez, il y a 2 choses à considérer là-dedans. Il y a certaines options qui sont saturées au cégep lui-même, mais où le marché du travail est quand même ouvert. Ça peut aller. Ces options-là, on n'a aucune objection à pouvoir les prendre ou en ouvrir un peu, donner une première année, peu importe. Il y a aussi la liberté de l'élève qu'il faut respecter. Très souvent, les conseillers en orientation ou les professeurs d'information vont mentionner à l'élève, bien, ne va pas dans telle discipline, il y a beaucoup trop de monde. Mais l'élève, lui, bien, veut absolument que, selon son goût, il veut absolument aller dans cette discipline. Il prend le risque et je ne crois pas qu'on puisse lui enlever ce risque. Jusqu'à un certain point, lorsque le marché du travail est saturé, on essaie de limiter un peu l'entrée des élèves. Ça ne veut pas dire qu'on coupe l'option, mais on essaie de limiter un peu l'entrée des élèves parce que, à ce moment-là, cette personne-là qui va sortir, peut-être très bien qualifiée, elle ne pourra pas se trouver d'emploi. Et c'est lui rendre, je crois, un mauvais service, tout en voulant respecter sa liberté. Donc ça crée un problème, et ça, bien, les cégeps sont vis-à-vis ça. Des fois, ils limitent, des fois, ils ne limitent pas. Et quand ils limitent pas assez, bien, le marché du travail devient saturé dans une option ou dans l'autre. Donc c'est à l'élève un peu de répondre à ce moment-là. Bien, on nous signale que c'est la fin de l'émission. On vous remercie beaucoup de votre attention et je salue Mme Quentin et M. Boivin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, nous sommes ici ce soir, Martial et Edith, pour vous entretenir sur un sujet nous concernant tous, proposé par le ministre des Affaires municipales, M. Maurice Tessier. Il existe actuellement au Québec plus de 70% des municipalités, groupant 18% de la population du Québec. Ces petites municipalités ne sont pas capables de faire face aux problèmes nouveaux qui surgissent
comme la réforme scolaire, l'arrivée de la société des loisirs. Devant une telle situation, le gouvernement a cru bon d'écrire un livre blanc portant sur le regroupement municipal. Ce livre blanc préconise... Excusez. Ah oui. On va faire une petite pause là, pour prendre une respirer un petit peu. Ok, arrêtez de couper ça, là, parce que... C'est la fille. On s'excuse, c'est les erreurs du métier. Ce livre blanc préconise certaines réformes. Ce soir, nous allons vous parler de la situation actuelle ainsi que des objectifs tels que approuvés par le livre blanc de Maurice Tessier. Martial? Pour débuter, nous allons définir le but du livre blanc. Le but du livre blanc, c'est de partager plus équitablement les pouvoirs entre l'État et la municipalité. Comment? Par étapes. Donc, la plus urgente est celle des structures municipales. L'exposé de la situation. L'étude de la situation actuelle nous permettra d'en saisir les lacunes et nous convaincra de l'urgence de la réforme. Premièrement, multiplication des unités administratives. Deuxièmement, restriction de leurs pouvoirs. Troisièmement, émergence du nouveau problème. Quatrièmement, rigidité des structures. Cinquièmement, faiblesse de la capacité administrative et financière. Sixièmement, absence de mécanismes de coordination municipale et provinciale. Nous allons débuter, premièrement, multiplication des unités administratives. Selon l'histoire du Québec, plusieurs petits groupes se formèrent indépendamment l'une de l'autre et ayant chacune leur conseil administratif et leur maire. 1600 municipalités, dont plus de 1100, ont une population inférieure à 1500 habitants, ce qui signifie que 70% du nombre total représente à peine 18% de la population du Québec. Je vais répéter pour faire mieux comprendre. 1600 municipalités, dont plus de 1100 ont une population inférieure à 1500 habitants, ce qui signifie que 70% du nombre total représente à peine 18% de la population du Québec. Deuxièmement, restriction des pouvoirs. La municipalité évolue rapidement vers une société technique et le regroupement des municipalités, l'urbanisation et l'industrialisation de nos municipalités rendent nécessaire une redéfinition des fonctions qui doivent assumer nos municipalités. Si les municipalités ne prennent pas en main leur réforme, c'est l'État qui la prendra pour eux. Ça, c'est très important. Troisièmement, nouveaux problèmes. Des nouveaux problèmes, on en a trois. Premièrement, réforme scolaire. Deuxièmement, évolution vers une société de loisirs. Et troisièmement, accroissement du niveau d'éducation. Je répète les problèmes parce qu'ils sont très importants. Premièrement, réforme scolaire. Deuxièmement, évolution vers une société de loisirs. Troisièmement, accroissement du niveau d'éducation. À toi, Lydia. On est rendu au quatrième point que Martial a énuméré tout à l'heure, c'est la rigidité des structures. Les municipalités du Québec ont toujours assumé des responsabilités considérables, mais elles ont, d'autre part, été continuellement paralysées dans leur développement par la rigidité des structures dans lesquelles elles évoluaient. Le cinquième point, c'est la faiblesse de la capacité administrative. L'action des services municipaux est limitée par le dispersement de la population, une absence de personnel permanent, puis les faibles budgets. Il faut donc réunir toutes les ressources, tant humaines que monétaires, pour réaliser l'essentiel. Sixièmement, l'absence de mécanismes de coordination municipale provinciale.
Notre société vit de plus en plus à l'échelle d'une région. Il faut donc, par la création de communautés municipales, réduire le nombre des interlocuteurs municipaux. Tout en augmentant la valeur, on devra donc établir un mécanisme de coordination municipale proposé par cette réforme. Martial? Pour faire suite, nous allons vous donner les objectifs de la réforme. L'ampleur de cette réforme sera d'abord conditionnée par le degré de sensibilisation et de la volonté d'autonomie véritable dont fera preuve les citoyens du Québec et les administrateurs municipaux qu'ils auront élus. Ces objectifs, qui guideront et orienteront la réforme, ses étapes et son rythme de réalisation sont à la fois économiques, socioculturels et administratifs. Premièrement, objectifs économiques. Les principaux objectifs économiques que devrait permettre d'atteindre la réforme des structures municipales sont a. Un aménagement rationnel du territoire et une meilleure utilisation des ressources humaines et physiques. B. Une pleine participation des corporations municipales dans le processus de développement économique du territoire. C. Une meilleure coordination des programmes d'infrastructure et d'équipement de tous les corps publics afin d'éviter les duplications et d'assurer leur réalisation en fonction des objectifs et des priorités du territoire. D. L'accroissement de l'efficacité et de la qualité des services publics et leur maintien au coût le plus économique possible. E. Une répartition des coûts et de l'effort fiscal basé sur la richesse et les ressources de l'ensemble du territoire. Maintenant, Edith va continuer avec les objectifs socioculturels et les objectifs administratifs. Les objectifs socioculturels. A. Vous avez la réalisation d'un réseau suffisant d'équipements communautaires et l'exécution d'une politique d'aménagement communautaire régional intégrée à un plan global d'aménagement du territoire. B. La réalisation des équipements communautaires municipaux, provinciaux et scolaires et leur mise en commun au niveau du territoire. C. La réalisation d'une politique du loisir et la mise en place, en collaboration avec les corps publics ayant une juridiction sur le territoire, des services récréatifs et culturels accessibles à toutes les classes de la société et à l'ensemble du territoire. D. L'accroissement du rôle des municipalités dans la mise en œuvre de politiques sociales, y compris l'habitation subventionnée. Les objectifs administratifs. Vous avez A. Le renforcement du régime municipal et l'accroissement de son autonomie tant fiscale qu'administrative. B. La récupération par les municipalités de certaines responsabilités municipales assumées par l'État et l'accroissement graduel des pouvoirs municipaux. C. L'extension de la juridiction municipale à des territoires plus vastes dans le respect intégral des principes de la décentralisation administrative territoriale. D. La revalorisation de la structure municipale comme interlocuteur valable auprès du gouvernement dans la discussion et la coordination de l'ensemble des problèmes du territoire. Martial? Si l'objectif immédiat de la réforme est d'abord et avant tout l'extension des fonctions municipales actuelles et une communauté municipale ayant juridiction sur un territoire beaucoup plus vaste, lorsque les dites fonctions ne peuvent pas être assumées adéquatement au niveau local, il n'est pas exclu, sous réserve des études qui pourront ultérieurement être entreprises, que d'autres fonctions soient confiées par le lieutenant-gouverneur en conseil aux communautés municipales. Maintenant, pour une petite conclusion sur notre travail, la mise en commun des ressources humaines, physiques et financières des municipalités sur un territoire suffisamment vaste est une condition essentielle à l'aménagement de ce territoire et à son développement économique. Quant aux équipements communautaires et socioculturels, il est aussi bien évident qu'il faut, pour en réaliser au moins l'essentiel,
réunir toutes les ressources du milieu et en partager le coût entre le plus grand nombre possible de contribuables. J'aimerais répéter encore une fois un bref résumé de l'exposé qu'on vient de faire pour vous mettre plus dans partie avec nous autres. Ce travail, nous l'avons pris dans le livre blanc. Le livre blanc a pour but de partager plus équitablement les pouvoirs entre l'État et les municipalités. L'exposé de la situation qu'on vient de faire, c'est l'étude de la situation actuelle, nous permettant d'en saisir les lacunes et nous convaincre de l'urgence de la réforme. Ce que nous avons vous expliqué, qu'est-ce que nous venons de vous expliquer, c'est la multiplication des unités administratives, la restriction de leurs pouvoirs, l'émergence de nouveaux problèmes, la rigidité des structures, la faiblesse de la capacité administrative et financière et l'absence de mécanismes de coordination municipale et provinciale. J'espère qu'avec cette courte situation, nous nous avons intéressés. Et puis, on vous invite à mercredi pour une autre émission. Merci. Merci. Coup d'œil sur la semaine. Nous passons tout de suite à nos informations. C'est cet après-midi de 1h30 à 1h30, je dis bien, que se tenait au cinéma Le Foyer une réunion spéciale des membres et des directeurs de l'association coopérative de Normandin. Une étude du bilan préliminaire des 8 derniers mois d'opération a été fournie et laisse entrevoir un profit appréciable à cause de l'augmentation du prix du fromage. Les cultivateurs avaient également à se prononcer sur la production de 380 000 livres de lait ou fromage par jour avec une seule administration régionale. Le vote officiel s'est terminé comme suit: 11 pour, 156 contre et 9 votes annulés pour un total de 176 votants. Ceci implique donc que Normandin continuera à s'administrer seul et devra augmenter encore le nombre des producteurs de lait la desservant. Comme l'a souligné M. Germain Bergeron, il reste le problème d'investissement auquel on ignore encore tout. De toute évidence, la décision finale qui vient d'être prise dénote l'intention de la population des 4 paroisses du secteur de garder leur coopérative laitière. Un tournoi de chasse et pêche se tenait à Girardville en fin de semaine dernière et de nombreux adeptes de ce sport y ont participé. Chacun est revenu satisfait, mais prêt à recommencer. L'Assemblée mensuelle des Dames fermières aura lieu mercredi le 30 juin à 8h moins quart au local 308, pavillon de l'école secondaire. À cette occasion, on distribuera les prix de l'exposition locale. Il y aura inscription au concours d'embellissement. Il sera aussi question d'un pique-nique et c'est une invitation à toutes pour mercredi. Dans le cadre d'une fiesta plein air à Saint-Thomas les 8, 9, 10 et 11 juillet prochains, on connaîtra un autre 8 heures de pédalo provincial au lac Trottier à laquelle tous sont invités à s'inscrire. Afin d'agrémenter cette manifestation, les organisateurs ont pensé présenter 3 charmantes demoiselles au titre de Miss Pédalo 1971. Ces demoiselles, résidentes de 3 localités différentes, seront présentées à la population en fin de semaine.
Il s'agit de Mademoiselle Danielle Lapointe, présentée par le club Radisson de Saint-Thomas, et sa soirée de présentation sera vendredi soir prochain. Mademoiselle Réjeanne Dufour, présentée par l'hôtel Tom Ringuette de Girardville, sera présentée pour sa part samedi soir, tandis que Mademoiselle France Fortin, présentée par l'hôtel Albanel, sera présentée au public dimanche soir. Des billets sont déjà en vente et l'élection se fera selon le nombre de billets vendus. Le couronnement aura lieu le 9 juillet. Bonne chance aux 3 candidates. À la demande d'aide financière formulée par la municipalité de Saint-Thomas-Didyme en rapport avec différents travaux d'égouts et d'aqueducs projetés par cette dernière, une nouvelle considération financière a été entreprise et le ministère des Affaires municipales portera la subvention de 250 000 $ telle que prévue en avril dernier au montant de 381 000 $ afin que les usagers du réseau concerné ne soient pas surtaxés. Cette subvention sera versée à cette municipalité en dix versements annuels égaux et consécutifs de 38 100 $. La municipalité de Saint-Thomas touchera le premier versement de cette subvention dès que les travaux seront terminés et que la municipalité aura procédé au financement complet de ce dernier. C'est le député du comté Roberval, Maître Robert Lamontagne, qui faisait part de l'heureuse nouvelle au maire de la municipalité de Saint-Thomas, M. Jean-Paul Darvaux, la semaine dernière. C'est tout pour nos informations cette semaine. Nous passons maintenant aux offres et demandes d'emploi. On demande un mécanicien diesel, classe A ou B, pour faire la réparation et l'entretien de machinerie lourde. L'emploi est situé aux Chutes Churchill. Le candidat travaillera 60 heures par semaine à 4,03 $ de l'heure. Aurions besoin pour cette île d'un mécanicien pour faire l'installation et l'entretien de systèmes de chauffage à l'huile. Également, un rembourreur pour travail dans notre secteur. Un jeune homme possédant une 12e année est demandé. Le candidat doit être dynamique, mobile, âgé de 21 ans minimum et demandé pour travail dans une compagnie de finances. Bonne connaissance de l'anglais requise. Des électriciens pour travail à cette île sont également demandés. Cours technique et 3 ans d'expérience sur l'entretien industriel doit être âgé entre 23 et 50 ans. Une aide familiale pour employeurs à proximité de Mistassini. Dans le cadre de la campagne de dépistage des emplois d'été pour les étudiants, le Centre de main-d'œuvre du Canada attire votre attention sur le message suivant. Un employeur satisfait, un étudiant qui peut continuer ses études, voilà le bilan d'un emploi d'été procuré à un étudiant. Embauchez-en un durant l'été. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre Centre de main-d'œuvre du Canada au 501 Désirable d'Olbeau, au téléphone 276